Septième porte. La fleur merveilleuse. Devant la porte, Sophis dit à Jacques: « Je sais que j'ai été un peu excessif dans mes paroles. Je comprends ce que tu voulais dire de toute façon. Je crois que sur cette route sans fin, pour nous donner du courage, il faut continuer à avancer. Nous devons espérer. » Avec un léger sourire, Sophis se précipite sur le voile lumineux. De l'intérieur, il voit passer Jacques et les autres. Tous réunis derrière le voile, les lieux stériles semblent avoir disparu, car s'ouvre à eux une vaste zone parsemée de stalactites, stalagmites en tout genre, et de poteaux calcaires, qui semblent supporter un plafond de pierre. Mais ce qui différencie cette large galerie des autres, c'est sa saleté et la forte odeur de moisi. Ils sont en surplomb et voient au fond une mare d'eau noire. Argousin, le plus curieux de tous, encore faible, descend. Il semble avoir vu quelque chose. Au bord de la mare, il se penche et s'écroule instantanément. Tous se précipitent pour le secourir, mais horreur! Ce qu'il croyait être de l'eau est en fait une multitude de larves qui grouillent sur le sol, qui s'enchevêtrant donnent cette impression de mare. Le diamètre de celle-ci est d'environ 10 mètres. Les hommes dégagent Argousin et Sophis l'examine. Il semble avoir perdu connaissance, mais son visage est couvert de boutons très rouges et son souffle est saccadé. Sophis ne connaît pas ces symptômes, mais il n'est pas au bout de ses peines, car maintenant c'est Novam qui est pris de vomissements. Pourtant, étant donné qu'ils n'ont rien mangé depuis des jours, cela ne devrait pas être. Il s'effondre à son tour et se tord de douleur. Derrière lui, maintenant, Jacques se met à hurler, car son visage est maintenant couvert de cloques purulentes et est devenu difforme. Plus haut, Yes tombe, raide, tétanisé. Sophie s'accourt, le trouve tremblant, les muscles durs comme de la pierre. Mais à peine se relève-t-il que c'est Sésame qui, pris de malaise, s'effondre. Il est bouillant. Une fièvre intense l'a gagné instantanément. Idriss, lui, est dans la mare de larves. Il se débat avec elle car elle s'agrippe à lui. Et il en est bientôt recouvert entièrement. Et gesticulant en tous sens, il arrive au centre et s'effondre et disparaît totalement, comme dévoré par ces ignobles bestioles. Sophis voit tous ses amis s'effondrer autour de lui, pris de fièvre, de tétanie, de brûlures étranges. En quelques minutes, plus un homme n'est debout, sauf Sophis, qui, lui, impuissant, ne peut rien faire pour éviter tout cela. Si au moins je pouvais retrouver la porte, se dit-il, je les sortirais tous de là. Seul, avec 11 mourants autour de lui, sans moyen de les soigner, et un disparu, il se sent bien pauvre. Mais plein de courage, il tâche, en portant ses amis, de les regrouper sur un endroit plus approprié pour qu'ils ne prennent pas froid et qu'il puisse les secourir. Mais avec ce qui lui reste de sa petite retrousse de secours, il ne peut donner que peu de soins. Comment se fait-il que tous ses amis paraissent aussi gravement malades, alors que lui ne subit aucun symptôme quelconque? Il examine chacun d'entre eux, constatant que leurs conditions de survie sont très précaires. Forte fièvre, éruption cutanée. Jamais il n'a été confronté à autant de phénomènes comme cela à la fois. Que faire pour guérir de cette étrange épidémie autant de malades, se demande-t-il. Impuissant devant eux, il se met à penser. Mais d'où vient ce germe, ce virus violent qui n'attaque que mes amis? Pourquoi, à travers cette porte que j'ai choisie, suis-je épargné? Si j'en suis là, c'est pour m'éprouver, mais à quoi? Quel sacrifice extraordinaire va-t-il m'être demandé? Perdre ma tête, ma langue, ou autre chose? Durant un long moment, Sophis s'interroge, mais aucune réponse ne lui apparaît. Quittant un instant ses pensées, il regarde la mare de larves, s'affole, car celle-ci a doublé de diamètre. Les bestioles semblent s'être multipliées. De seconde en seconde, le cercle qu'elles formaient croît et tout le fond de la caverne disparaît peu à peu. Hélas pour Sophis, aucune solution, pas de miracle en vue. Les larves gagnent jusqu'au niveau des hommes, et elles commencent à s'y agripper. Sophis est impuissant, voyant maintenant les bestioles s'infiltrer entre ses compagnons et commencer à les dévorer alors qu'ils sont inconscients. Il se précipite vers eux pour les défaire de ces monstres gluants, mais lui aussi est attaqué par eux. Leur venin est acide et commence à le ronger. Il ne peut se débattre. Alors, dans une dernière pensée, il se dit: ma connaissance, ma force
mon cœur tous réunis en un. Tous, je vous implore, pour sauver ce qui reste de nous. Soignez nos blessures et nos âmes impures. Toutes ces larves sont les fantômes de mon esprit, capables de créer toute cette horreur. Serrant les poings très fort, alors que l'acide des larves le consume, il se met à penser à ce qu'il a vu de plus beau dans sa vie. Je me rappelle, et je vois en moi cette fleur qui un jour m'est apparue en haut d'une montagne. C'était la plus merveilleuse de toutes. Je n'ai pu l'accueillir car elle était sur un pic de pierre, inaccessible à mes bras trop courts. Ses pétales étaient transparents, sa tige longue et fine, de couleur d'or. De son cœur partaient à l'infini 3 rayons lumineux qui semblaient toucher le mien en même temps, comme me donnant sa beauté et sa force. Des minutes entières, je restais à la contempler. Je crois que si je l'avais tenue dans mes mains, ma vie en aurait été changée dans l'instant. Mais c'est aussi depuis ce jour que j'ai décidé de devenir médecin afin de soigner tous les hommes et de leur apporter une vie meilleure et de donner à tous un peu de ma fleur intime. La vie, les malades, m'ont-ils fait oublier le but que j'entrevoyais? Maintenant, ô fleur, te revoilà. Est-il trop tard pour te cueillir? Mais sur cette pensée, Sophis sombre dans l'inconscience. Réveille-toi, Sophis, ça va aller. Cette porte est dure, mais ton crâne l'est encore plus, entend-il Idriss lui dire. Mais je n'étais pas dans cette grotte infâme il y a un instant? Tous rient car, se précipitant pour traverser le voile, Sophis s'est frappé violemment la tête dessus et s'est écroulé, perdant connaissance 3 ou 4 minutes tout au plus. Jacques lui raconte que lui aussi allait le suivre et que le voyant se cogner, il a eu juste le temps de se retenir. Mais Sophis est déçu, car il pensait aussi pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire, et il ne reste sur lui qu'une bosse énorme. Néanmoins, il raconte son aventure dans cet espace qu'il est le seul à avoir pu visiter en rêve. Novam lui fait remarquer qu'il a une chance fabuleuse d'avoir vu un jour sa fleur intérieure, et pour lui montrer qu'il a vraiment franchi sa porte, même en rêve, il lui souffle ces quelques mots. La science de la guérison du corps est sans nul doute un merveilleux réconfort. Mais suffit-elle à soulager toutes les plaies? Au moins une ne pourra être apaisée. Les guérisseurs sont faibles devant le néant, maladie qui guette tous les inconscients. La vie, un traumatisme dont il faut guérir avant que la mort devienne votre avenir. Le mage du vaisseau voit son impuissance devant la noire vermine et la souffrance. Lui-même, rongé par l'acide du malin, il ne peut espérer trouver un lendemain. Mais, pour avoir perçu un jour la fleur du cœur, il reçoit d'elle sa force et sa splendeur, et libérant en lui son parfum merveilleux, elle l'emporte au-delà des lieux ténébreux. L'essentiel, ajoute Novam, est pour nous tous de s'ouvrir à des forces que nous percevons depuis longtemps, mais auxquelles nous n'avions accordé aucune attention. Cette fleur dont nous a parlé Sophis, chacun de nous la possède. Celle-ci est le véritable remède de nos maux. Donnons-lui toute notre attention, elle nous donnera de surcroît. C'est pour cela que tu n'as pas franchi cette porte. L'expérience, tu l'as faite intérieurement et l'a évitée à nous tous. Dans un sens, tu avais raison en disant que ces lieux ne sont pas si hostiles. À cet instant, Sophis imprime en lui l'image de cette fleur merveilleuse dans sa conscience et jure en son fort intérieur de ne plus jamais l'oublier et la préserver pour toujours.